Bien, je crois qu'il est 17h15. On va ouvrir ce café littéraire consacré au volet littérature jeunesse du festival. Donc, on reçoit sur ce café littéraire Marie Orchard, qui donc vient parce qu'elle a écrit un premier roman jeunesse que voici, qui s'appelle Sous les étoiles de Bloomstone Manor, et qui est édité aux éditions Casterman. Donc, Marie, avant d'écrire, était libraire. Libraire jeunesse particulièrement. Bon, je crois que tu ne l'es plus. Non. Et que maintenant, tu préfères garder du temps le plus possible pour écrire. Alors, j'aimerais bien. Mais non, à côté, je travaille dans l'informatique maintenant. Donc, j'ai fait un petit virage à 180 degrés. Voilà. D'accord. Et nous recevons pour accompagner Marie sur ce plateau Clotilde Aubert. Clotilde, après des études scientifiques, un passage du côté du domaine hospitalier, est maintenant médiatrice culturelle au Zoom. Alors le Zoom, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nom donné à Laval au CCSTI, j'ai réussi, Centre de culture scientifique, technique et industrielle. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. En revanche, donc c'est le musée des sciences pour les Lavallois. Voilà, je pense que vous voyez tous où c'est. En revanche, on connaît bien ce qu'est un libraire, un écrivain, on connaît aussi. On sait un petit peu moins peut-être ce qu'est une médiatrice culturelle. Est-ce que tu peux en 2-3 mots nous expliquer quel est ton métier ? Oui, bien sûr. Alors du coup, juste pour rectifier, médiatrice culturelle, ça fonctionne aussi, mais c'est médiatrice scientifique. Ah oui, excuse, je me suis trompée, ça commence mal. Aucun problème. En fait, c'est médiatrice scientifique. Mais c'est un peu le même rôle, sauf qu'on est plus sur les sciences. Donc dans l'idée, en fait, le Zoom a pour but de rendre les sciences accessibles à toutes et à tous. Et dans ce cadre, en fait, je conçois des médiations qui vont être du coup en fait sous différentes formes. Ça peut être des ateliers, ça peut être des jeux, qui vont être adaptés aux différents publics. Et ce sur des thématiques variées liées aux actualités scientifiques. Voilà. D'accord, très bien. Donc ce café littéraire a pour intitulé Femmes de science. Et donc en fait, il fait directement allusion au contenu de ton roman. Tu vas nous en parler. J'aimerais juste citer une phrase de ton héroïne Agathe, page 76, qui dit « Mon bonheur passe par la physique, les sciences et les livres ». Donc ça en soit tout un programme qu'on va essayer de détailler un petit peu avec toi. Hein. Et donc on va maintenant parler plus de ton roman et de ton personnage Agathe. Est-ce que tu peux, Marie, en quelques phrases, nous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ton roman de quoi ça parle ? Donc Sous les étoiles de Bloomstone Manor, c'est l'histoire d'Agathe qui, au début du livre, a 19 ans. Et on est en 1898 en Angleterre. Agathe, elle est absolument passionnée d'astrophysique. Et ses parents sont passionnés à l'idée de la marier. Donc ça va pas du tout ensemble. Et donc elle a fait son éducation toute seule, en cachette, dans les caves de la librairie publique je fais un petit faux sens, hein, de la bibliothèque publique de Londres. Et surtout, alors, elle a un franc-parler absolument terrible, ce qui fait que non seulement elle ne veut pas se marier, puis c'est-à-dire que tout le monde commence à être bien conscient qu'elle ne veut pas se marier, quoi. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est les sciences. Et elle va tomber sur un article de journal où on explique que la Royal Society, qui est une institution scientifique en Angleterre, organise un grand concours de sciences pour fêter le tournant de siècle, avec les dates de rendu de dossier pour le début d'une bourse scientifique a commencé au 1er janvier 1900. Et le point de départ, ça part de là. Et d'une rencontre en fait avec quelqu'un. Je ne sais pas si on en parle maintenant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Un petit peu plus loin dans notre discussion. Le fait est que on peut quand même dire que cette Agathe est confrontée à beaucoup d'obstacles, on va y venir,
mais qu'elle fait preuve d'une extrême détermination à faire ce qu'elle a envie de faire et qu'elle va en partie y arriver, voilà, avec un peu d'aide en revanche. Voilà. Oui, voilà, avec un peu d'aide. Par contre, c'est de la détermination, c'est de l'opiniâtreté. Hein. C'est vraiment, elle est assez têtue et quand elle a une idée en tête, elle va vraiment y aller. Mais voilà, c'est-à-dire que fin 19e, les femmes globalement, ça se marie, ça fait des enfants, ça s'occupe d'une maison. À la rigueur, ça fait un peu de broderie et de chant pour faire joli, mais enfin, dans tous les cas, ça fait pas des sciences, quoi. Et encore moins des sciences fondamentales. Parce qu'on peut, à la limite, si vraiment on veut tolérer, on en fait des infirmières. Allez, peut-être. On va pas en faire des médecins, on va pas en faire, on va encore moins en faire des chimistes ou des physiciennes, en fait. Et pour ce roman, tu as choisi l'Angleterre, l'époque victorienne. Qu'est-ce qui t'a poussé à ancrer cette histoire dans ce contexte ? Alors en fait, il faut savoir que j'ai fait une licence de lettres et civilisation anglaise et que la période victorienne, c'était ma grande spécialité et ma période préférée quand j'étais à la fac. Donc c'était déjà un moyen de me faire plaisir pour moi. Et surtout, c'est une période ça s'est étalé sur 60 ans et c'est vraiment les trois quarts en fait du 19e siècle. Ça s'est fini en 1901. Donc ça, vraiment, on est à la toute fin de la période. Et en fait, c'est la période où on est en pleine révolution industrielle. On découvre des tas de choses. Enfin, tous les 15 jours, il y a un nouveau truc qui va éclairer l'humanité, quoi. Je veux dire, il y a l'électricité, on découvre des nouveaux territoires, des nouvelles espèces, on découvre l'évolution, ce qui deviendra tout timidement, mais bien plus tard, la tectonique des plaques. Enfin, donc il y a des découvertes, un essor de scientifiques comme ça. Les musées attirent du monde. Enfin, les gens s'intéressent en fait à ces choses-là. Je veux dire, c'était très souvent où il y avait des conférences au British Museum sur des explorateurs qui revenaient de contrées lointaines, des expéditions en Antarctique, des choses comme ça. Et donc, dans ce contexte de progrès absolument monumental où le monde d'un coup s'accélère, s'agrandit tout en se rétrécissant parce qu'on se rend compte que les frontières sont à portée de main. En fait, il y a un espèce de repli social qui se fait en Angleterre où on va revenir à des valeurs finalement assez traditionnalistes en fait. Et notamment en ce qui concerne le droit des femmes, parce qu'en fait, ça agit comme une réponse, si vous voulez, à ce monde qui s'accélère. On va se replier un peu, on se dire, on va rester dans nos rôles bien traditionnels, dans les choses qu'on connaît déjà, dans des repères qu'on a, parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Et en fait, pour un écrivain, explorer ces paradoxes-là, c'est absolument passionnant, en fait. Et est-ce que tu penses que par rapport aux lecteurs d'aujourd'hui, de voir l'évolution à cette époque et par rapport à l'accès aux sciences et l'évolution aujourd'hui dans la tête des jeunes lecteurs ou des jeunes lectrices, qu'est-ce que ça peut répercuter En fait, et ça, je pense que ça vaut un peu pour toutes les thématiques du livre. C'est le grand truchement du roman historique. C'est-à-dire qu'on prend une époque vraiment éloignée, 150 ans, même des fois beaucoup plus. On met en avant des inégalités, des choses qui ne vont pas. Et puis si on y regarde bien, il y a des choses qui ne vont toujours pas maintenant. Et en fait, ça met en lumière juste que il y a des sujets sur lesquels on pense avoir évolué très facilement et en fait pas tant que ça. Et je pense qu'en fait, alors, j'ai mis une nuance toutefois parce qu'il y a différentes thématiques sur lesquelles on a plus avancé. Je veux dire, maintenant, les femmes ont le droit de faire des sciences. Elles ont le droit. Est-ce qu'après, elles sont reconnues pour ça ? Je pense qu'on y viendra un peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai eu des retours de lecteurs, et notamment de jeunes lecteurs, qui s'imaginaient absolument pas qu'à quel point ça pouvait être éminemment subversif pour une femme de faire des sciences à cette époque-là. Et toi, Clotilde, j'imagine que dans tes interventions, tu as aussi le regard des jeunes filles actuellement par rapport aux sciences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors oui, du coup, c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui, en effet, les sciences, elles sont accessibles à toutes et à tous. Mais on voit encore des grosses inégalités au niveau de l'accessibilité. Alors, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit, mais
on observe des freins. On voit au niveau un petit peu des pourcentages qu'on peut voir qui sont donnés pour la rentrée 2021. On n'était qu'à encore 31% de femmes dans les sciences fondamentales. Et en plus, quand on regarde plus proche, on voit qu'elles sont majoritairement dans les filières de chimie. Donc il y a toujours un peu cette idée de les sciences, oui, pour les femmes, mais on voit encore majoritairement des femmes dans les filières, alors soit autour de la nature, des sciences sociales, des soins, etc. Et c'est vrai que nous, on se questionne beaucoup sur le pourquoi, et on essaye de sensibiliser à cette question-là. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit que les jeunes femmes sont encore bercées dans beaucoup de stéréotypes. Alors, c'est des stéréotypes qui sont présents, qui sont là au quotidien. On n'a pas forcément conscience de les divulguer, mais ça va venir très tôt. On sait que dès le CP, ça va avoir un impact, notamment sur les maths. Alors, les maths, c'est vraiment un peu l'exemple où on trouve vraiment une influence. On voit qu'au début du CP, les filles et les garçons sont tout aussi bons en maths. Alors en maths, soustraire, additionner. Et dès le milieu du CP, il y a une différence qui se met en place. Mais alors, il n'y a pas de raison biologique pour ça. On n'a pas un cerveau qui est moins adapté quand on est une femme pour faire des maths. On a une appétence qui est similaire en général. Mais par contre, je pense que vous avez tous et toutes entendu peut-être le stéréotype de les filles sont moins bonnes en maths. Et ça fait encore des mauvaises conséquences aujourd'hui. Et ça, c'est observé encore aujourd'hui. Et puis, il y a plein de petites expériences qui ont montré qu'en fait, juste le fait d'imprégner ce stéréotype-là va créer un obstacle très tôt. Et puis, tout au long des études, tout au long de la scolarité pour ces jeunes femmes. Et on parle des maths, mais du coup, bien évidemment, c'est en physique, c'est dans tous ces domaines-là. Donc voilà. Il faut changer sur tout ça, en fait, ce regard qu'on a sur les stéréotypes, les déconstruire. Très bien. Et Clotilde, moi j'aimerais maintenant te demander, en tant que lectrice tout simplement, comment tu as reçu ce roman ? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Voilà. Moi déjà j'ai beaucoup aimé le roman. Je l'ai dévoré. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc déjà c'est une histoire que j'ai trouvée très rafraîchissante, qui en plus qui traite de thématiques que j'aime beaucoup. Je me suis moi beaucoup reconnue dans le personnage d'Agathe, avec son côté justement un peu anticonformiste dans une époque comme si elle n'était pas née dans la bonne époque, avec des choses qui lui conviennent pas dans la société et vouloir se battre pour ça. Forcément, son goût pour les sciences. Alors moi, c'est pas l'astrophysique, mais j'aime bien quand même. Mais voilà, je me suis reconnue un peu là-dedans. Et puis toutes les relations qu'il y a entre les personnages, cette mini-société un petit peu utopiste qui se crée dans le livre. On y reviendra plus tard, j'imagine. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Et puis une romance aussi qui est une belle romance qui casse un peu les clichés, les stéréotypes justement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et hâte de lire le deuxième. Oui, est-ce qu'il y a un deuxième ? À propos du personnage d'Agathe, qu'est-ce que tu en as pensé de cette femme qui veut faire des sciences, mais il n'y a pas que ça dans sa vie. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai aimé aussi chez Agathe, c'est qu'elle est quand même nuancée. C'est vrai que souvent, un peu dans les œuvres que j'ai pu lire ou voir à l'écran, souvent c'était des personnages c'était des femmes qui un peu rejetaient complètement leur féminité, qui allaient vraiment vers ce qu'on appelle aujourd'hui dans la société plutôt des critères masculins. Et alors que Agathe, elle aime les sciences, elle est déterminée, donc elle a un peu ce qu'on pourrait attribuer aujourd'hui des attraits dits masculins, où vraiment elle est ambitieuse, elle a envie de faire des choses, elle a un franc-parler, mais en même temps elle va pas complètement rejeter aussi sa part de féminité, qu'on pourrait appeler féminité dans notre société, et elle va aimer les belles robes, même si elle aime pas les bals, pour le côté bal, recherche un peu de personnes à marier, elle aime quand même le fait de se faire belle, et puis voilà, elle est elle en fait, c'est ça qui me plaît, c'est un personnage qui se rejette pas, qui s'apprécie. Tu es d'accord avec ça, Marie ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'était quelque chose, moi, qui me paraissait assez évident. Et comme on a fait 2 jours de rencontres scolaires avant,
il y en a, à chaque fois, on m'a posé la question pourquoi vous avez fait ce que Agathe donc a envie d'aimer, elle a envie de se marier, puis elle le dit. Enfin, et tous sans exception m'ont posé la question pourquoi vous avez fait une femme forte et décidée et ambitieuse et lui faire vivre une histoire d'amour. Et j'ai trouvé ça, en fait, c'est tellement révélateur. En fait, c'est soit tout l'un, tout l'autre. Et quand tu as dit que tu étais nuancée, c'est vraiment un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, quoi. Parce que, et ma réponse, elle était la même à chaque fois, c'était, je dis, t'as le droit d'être ambitieuse et de vivre de très belles histoires d'amour. En fait, c'est pas incompatible. Et c'était ça que je voulais faire passer, c'était qu'effectivement, tu peux être une femme vraiment entière et avoir effectivement des caractères dits masculins. Enfin, c'est vraiment, j'aurais pas dit mieux, quoi. Très bien. Marie, j'aimerais revenir, moi, sur justement l'aspect scientifique, là, du coup, du roman. Tu nous dis que tu es angliciste de formation. Comment tu as fait pour décrire toutes les recherches que mène Agathe, qui sont très précisément décrites dans ton livre? Il y a toute la démarche d'abord de recherche d'une bibliographie, essayer de faire émerger une problématique nouvelle, essayer, ça marche pas, réessayer. C'est vraiment la démarche scientifique. Je me suis dit, comment t'as fait pour mener cet aspect-là du roman? Comment tu t'es documenté? Comment tu as procédé? Eh ben, globalement, j'ai fait comme Agathe. J'ai pris des livres d'histoire des sciences, j'ai pris des livres de physique, et puis j'ai lu, et puis j'ai noté des trucs, et il a fallu quand même que je décide exactement quel allait être l'enjeu du concours auquel elle participe, parce qu'il fallait quelque chose qui parle un peu à tout le monde. Il fallait pas que ce soit un truc complètement abstrait, d'une notion dont personne n'aurait jamais entendu parler, quoi. Voilà. Et donc une fois que j'ai trouvé ça, je dis pas ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Et donc en fait, moi j'ai articulé mes recherches autour de ça, savoir exactement ce qu'il en était aujourd'hui, ce qu'on savait de cet élément-là. Et surtout, il a fallu que je me plonge dans pas mal de bouquins d'histoire des sciences, un peu vieux, un peu numérisés sur des bibliothèques en ligne, pour faire en fait l'état de ce qu'on savait à l'époque d'Agathe. Parce qu'en fait, il a fallu que je raisonne avec des choses dont on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. En fait, le raisonnement d'Agathe se tient, il est valide à l'époque. Et le raisonnement final est bon, mais la façon dont elle y arrive aujourd'hui, il serait complètement invalidé en termes de démarche scientifique, on n'y est pas. Donc en fait, on va un petit peu dévoiler quand même l'objet de la recherche. Je savais pas si on allait le dire ou pas. On va le dévoiler parce que sinon la conversation va être un petit peu abstraite pour pas mal de gens. Okay. En fait, ton personnage choisit de travailler en astrophysique, de faire des recherches concernant le système solaire, et notamment, elle part à la découverte de ce qu'elle pressent être une planète inconnue, quelque chose au-delà de Neptune. Voilà, quelque chose qui ressemble en fait à la découverte de Pluton. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait la découverte de Pluton. Ouais. Moi, je voulais te demander pourquoi tu as choisi l'astrophysique. Tu aurais pu prendre des recherches en médecine, des recherches en je sais pas quoi. Alors déjà parce que moi, l'astrophysique, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Donc je partais avec un peu d'avance et puis vraiment, enfin, ça rendait mes recherches vraiment très agréables. On va pas se mentir parce que c'est quand même des heures de recherche derrière. Et surtout, en fait, ça a un potentiel poétique absolument non négligeable. Ce qui fait que ça me permettait en fait d'ancrer cette histoire d'étoiles, enfin vraiment dans le personnage et dans ceux qui gravitent autour en fait. Et la poésie en littérature. Ouais, on aime bien. Tu as mis aussi dans ce roman finalement beaucoup d'humour. Ton personnage, il a des répliques pleines d'humour. Et en littérature jeunesse, pour les ados, finalement, l'humour, on n'en a pas tant que ça. C'est pas évident de faire rire. C'est pas évident de faire rire. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, ta gestion de l'humour. Voilà, comment... Ouais.
C'était une envie pour toi aussi, du fait que tu es lectrice aussi de littérature jeunesse. Est-ce que tu as ressenti ce besoin ou c'est venu comme ça par rapport à ton personnage? C'est vraiment venu comme ça. En fait, l'idée de base d'Agathe, c'est qu'elle avait vraiment pas de filtre. Et quitte à avoir pas de filtre, il fallait que ça devienne une sorte de caractéristique et que ça en devienne drôle de façon à ce que jamais ça puisse être pris méchamment ou avec trop de gravité, quoi, pour plomber un peu l'ambiance, quoi. Et c'est surtout qu'en fait, je pense que c'est aussi drôle. Après, tu peux me détromper, hein, parce que le côté humour n'était pas vraiment réfléchi à ce point-là, mais ça fait tellement bizarre en fait dans le contexte d'entendre une femme qui parle comme ça. Je pense que c'est pour ça aussi peut-être que c'est drôle. Oui, ça fait un décalage par voilà. rapport à l'époque, mais ouais. Et toi, Clotilde, par rapport au domaine choisi par Agathe, l'astrophysique, j'imagine que le côté poétique aussi t'a interpellé. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres domaines scientifiques qui seraient aussi, qui auraient un rendu aussi bien de façon romancée Alors, je suis peut-être un petit peu biaisée parce que du coup, je suis passionnée de science. Mais en effet, alors moi, dans la poésie, j'y vois surtout le fait de procurer des émotions aux personnes qui vont la lire. Et en fait, pour moi, les sciences, c'est né en fait d'un émerveillement du monde qui finalement est autour de nous. On a envie de le comprendre. Il nous fait vivre des émotions. L'émotion qu'on a aussi quand on comprend des choses, quand on cherche vraiment à comprendre tel et tel phénomène scientifique. Donc je pense qu'en fait n'importe quel domaine scientifique peut avoir une forme poétique. Moi je mettrais un petit plus sur la biologie, c'est mon petit domaine, Et au final, moi, de ce que je vois, c'est que derrière chaque découverte, chaque recherche, en fait, il y a des personnes qui sont là. Et du coup, il y a forcément des histoires à traiter entre ces personnes. Donc je pense qu'en fait, chaque domaine scientifique pourrait faire l'objet d'un roman, d'une belle histoire. Voilà. Dans la sélection des premiers romans, je ne sais pas si certains ont lu Le Souffle du Puma. Donc elle n'est pas là aujourd'hui, l'autrice. Mais c'est l'histoire d'un médecin légiste aussi. Voilà, c'était étonnant qu'il y ait deux premiers romans à s'emparer finalement d'un sujet un peu scientifique. Est-ce que tu penses que ce type de roman peut encourager des jeunes filles, des jeunes femmes à se diriger vers des études de sciences? Est-ce que ça peut être un bon modèle inspirant, une sorte d'archétype auquel on peut s'identifier? Est-ce que ça peut être utile aussi pour ça? Il y a le plaisir de lire, mais aussi est-ce qu'on peut s'en emparer pour faire passer un message? Alors à titre personnel et avec mon recul personnel, j'aurais aimé avoir des personnages comme Agathe dans les œuvres que j'ai lues, que j'ai pu voir à la télévision, etc. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de modèles dans la culture scientifique. Hein. Il faut qu'il y ait de plus en plus de modèles de femmes qui soient représentées. Après, dans les faits, je pense qu'il faut associer plusieurs choses. Mais en effet, déjà avoir des modèles, c'est top. Au niveau de la culture scientifique, en fait, on voit encore aujourd'hui que les femmes sont victimes de minoration. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui qu'une femme sur deux dans un peu les objets culturels que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc, ça peut être dans les livres, mais ça peut être dans les séries, dans les films. Finalement, on en voit très peu. Elles sont encore invisibilisées dans les musées, dans tout ce qui va être magazines scientifiques, même à l'école ou au lycée, au collège, on entend moins parler des femmes, plus des hommes. Donc avoir des modèles dans les objets culturels, c'est important. Et puis il y a encore des problèmes de stéréotypisation, on en a parlé juste avant. Donc il faut des modèles comme Agathe pour pouvoir aller vers plus de représentativité de ces femmes dans le milieu scientifique. Et ça joue forcément.
En plus, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais Agathe, alors je ne sais plus qui l'a dit très bien, c'est un personnage nuancé. C'est pas un modèle écrasant. Je pense à, par exemple, Marie Curie. Oui, tout le monde ne peut pas être Marie Curie. Alors qu'Agathe, elle est quand même peut-être plus proche de son lectorat, où parfois on a des modèles de femmes scientifiques qui sont des génies un peu innés, mais bon, ça, c'est pareil, c'est très très rare. Ou alors parfois on a des modèles de femmes qui se lancent dans des études de sciences ou même des études pour lesquelles elles ne sont pas forcément très destinées et qui du coup vivent des galères. Du coup, ça ne donne pas envie, quoi. Alors qu'un personnage comme Agathe, qui finalement est aussi sur une trajectoire positive, va bien se finir, peut être aussi un personnage du coup assez inspirant pour pas mal de jeunes. Oui, c'est ça. On a des représentations qui sont pas forcément, qui peuvent être considérées comme un peu contre-productives. En effet, on peut pas forcément vraiment s'identifier à elle, et c'est pour ça que je disais qu'il faut associer d'autres choses à ce type de modèle dans la culture scientifique. Aujourd'hui, de ce qu'on voit dans les enquêtes, finalement, les jeunes filles, elles ont aussi besoin d'avoir ce qu'on va appeler des femmes témoins, des personnes de leur entourage qui sont ordinaires, qui réussissent très bien leur vie, qui peuvent allier vie scientifique ambitieuse et vie de famille. Il y a certaines personnes qui veulent faire les deux, et c'est important qu'elles aient ces personnes-là pour leur montrer que c'est possible. Et c'est vrai qu'Agathe, pour le coup, elle représente bien ça. Tu es d'accord avec ça, Marie, le pouvoir inclusif de la lecture pour proposer des modèles auxquels s'identifier Oui. Un levier aussi pour toi. Je suis très, très, très d'accord. D'accord. Est-ce que tu dirais que Bloomsome Manor est un roman féministe ? Oui, bon. J'irais même des fois jusqu'à pousser le bouchon. Vas-y. On peut dire qu'il est engagé, on peut dire qu'à sa façon il est militant. J'y suis allée franchement, quoi. Tu as une lecture d'écrits féministes, tu lis dans ce domaine-là ? Je lis beaucoup d'essais féministes, oui. D'accord. Variés, nombreux. Ça marche un peu par vague, parce qu'il y a des moments où il y a des sujets qui peuvent être un peu lourds. Quand on lit 3-4 livres d'affilée, des fois un roman c'est bien, mais oui, globalement je lis beaucoup d'essais féministes. Alors on a beaucoup parlé d'Agathe, c'est normal, mais il y a deux autres personnages importants dans ton roman, Lord Stone qui l'accueille et Adrian. On a là une sorte de triptyque. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais qu'on parle tout d'abord d'Adrian, le littéraire, qui conseille à Agathe des lectures qui sont à la fois des classiques de la littérature anglo-saxonne, mais qui sont aussi des romans qui, depuis toujours, font partie du fonds de littérature jeunesse, de ce qu'on propose aux jeunes depuis, alors là, très longtemps, avant même que la littérature jeunesse n'émerge vraiment. Tu parles, par exemple, de Mary Shelley, Frankenstein, qui, par ailleurs, a un petit côté aussi en lien avec les sciences, de Walter Scott, de L'île au trésor de Stevenson. Est-ce que, derrière ce personnage, ce n'est pas toi qui es là, l'ancienne libraire, qui conseille comme ça, subrepticement, des lectures à ses lecteurs ? Alors, le conseil lecture, oui. Par contre, en fait, avant que tu le dises, j'avais jamais réalisé que c'était des choses qu'on conseillait aux enfants. J'ai vraiment pas fait exprès. Bon, tu vois. Donc voilà, en fait, moi, c'est des lectures que j'ai adorées quand j'ai fait mes études de lettres. Et il fallait que je les mette, en fait. Et tu disais que c'était des classiques. Alors maintenant, oui, c'est des classiques. Mais en fait, à l'époque d'Agathe et Adrian, c'est des romans hyper contemporains, en fait. C'était des premiers romans. C'est ça, c'était des romans... Jane Austen avait déjà quelques années derrière elle, mais les romans de Stevenson, ils n'étaient pas encore tous sortis. C'était vraiment, on était dans l'actualité littéraire de cette époque-là, en fait. Oui, tout à fait. Et est-ce que donc ce personnage d'Adrian, c'est celui dont tu te sens la plus proche ou pas ? Alors, en fait, je pense que vraiment, tu parlais de triptyque, c'est vraiment, c'est très vrai, parce qu'en fait, je pense que les trois, ils me ressemblent très fort, chacun à leur manière. C'est vraiment, je ne vais pas dire que je me suis scindée en trois, mais un petit peu quand même.
L'idée, en fait, c'était d'avoir en Adriane, parce que tu parlais de stéréotypes là tout à l'heure, et souvent, en fait, la personne réservée qui se cache derrière ses bouquins et très artiste, en général, dans les romans, c'est les filles, en fait. Et là, avoir un personnage masculin qui se cache un peu, qui sait pas trop parler d'amour, parler de ses émotions, je vais essayer de reformuler parce que du coup la formulation peut prêter à confusion, mais voilà, qui n'ose pas parler de ses émotions, qui a envie, qui sait comment faire, mais qui n'ose pas parce que clairement il a peur de se prendre un râteau, hein. Enfin, c'est vraiment et je voulais en fait du coup c'était une autre façon aussi de casser un autre stéréotype, cette fois pour les personnages masculins en fait. D'accord. On va parler un petit peu de Lord Stone maintenant. Oui, donc Lord Stone, c'est un ancien professeur de physique, c'est ça ? C'est ça. Qui a dû abandonner son poste. Alors, tout est flou un petit peu autour de lui. Et ce personnage est très mystérieux. Mais voilà, il va accueillir Agathe, il va la soutenir, il va l'aider. Tu dis vraiment pas tout sur ce personnage. Là, le tome 2 donc vient de sortir. C'est celui-là. Et là, c'est vraiment plus l'histoire de Nathanael Stone. Du coup, quand tu as écrit le tome 1, tu as fait exprès de laisser le flou sur ce personnage ou ça s'est construit comme ça ? En fait, ça s'est construit comme ça parce que donc dans le deuxième, pour le coup, là, je dis tout, enfin quasiment tout sur Stone. Donc en fait c'est vraiment le personnage du mentor, quoi. C'est du mentor par excellence. Et c'est vrai qu'en fait il y avait beaucoup de choses que j'avais pas dites. Donc son histoire, en fait je m'attendais pas à ce que dans ma tête il prenne autant de place. Ce type-là, il est absolument charmant. Mais oui, en fait il y a des choses que j'avais envie de dire, mais qui auraient pas eu sa place parce que ça restait avant tout l'histoire d'Agathe et Adriane en fait. Donc c'est vrai que voilà, il y a pas mal de rebondissements dans son histoire à lui, mais tout ce qui concernait son passé était un peu passé sous silence pour le coup. Et je sais pas si je réponds à ta question. Oui, très bien. Ouais. Et dans le premier roman, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Lord Stone, le fait qu'il soit aussi homosexuel, tu avais envie d'évoquer ça également. Je voulais clairement un réquisitoire contre l'homophobie et surtout en fait le fait en fait d'inclure un personnage homosexuel, moi c'était quelque chose qui se faisait pas du tout à mon époque, enfin quand j'étais jeune, des histoires avec des personnages lesbiens, homosexuels, trans, enfin en termes de représentativité on n'y était absolument pas, et c'est des trucs que j'ai cherché dans mes lectures et qui n'existaient tout simplement pas, et moi j'ai voulu en mettre parce que ça me paraît hyper important d'en mettre, et en plus, enfin à cette époque-là, enfin c'est clairement on est emprisonné, c'est condamnable, condamné. On condamne, alors on condamne pas à mort officiellement, on condamne aux travaux forcés. Enfin bon, voilà, hein, c'est pas très joyeux. Tu évoques d'ailleurs le cas d'Oscar Wilde. Oui. Et Lord Stone lui-même est emprisonné, bon, pas très longtemps. Pas très longtemps, mais oui. Et parce qu'en fait, la raison principale pour laquelle je suis partie en fac de lettres anglaises, c'est Oscar Wilde, en fait. C'est vraiment, j'étais tombée amoureuse des écrits de ce type-là, et donc il a écrit un très long poème qui est sorti. Enfin, je mets la référence à la fin du livre, qui s'appelle la balade de la geôle de Reading, et en fait c'est la prison de Reading, c'est là où il a été enfermé pendant 2 ans, après avoir été donc condamné pour son outrage aux bonnes mœurs, donc son homosexualité en fait. Et donc il y raconte tout. Et non seulement il y raconte tout, et en fait après, enfin, c'est vraiment un homme brisé qui sort, quoi. Officiellement il est vivant, mais il écrira jamais plus rien et il finira sa vie assez misérablement. Et ça l'a vraiment brisé en deux, quoi. Et je sais plus pourquoi on en est venu à parler d'Oscar Wilde, mais je crois que c'était Stone au départ. C'est moi qui ai posé la question, c'était par rapport à Stone. Oui, c'est ça. Voilà, je faisais un parallèle avec l'époque. Enfin. Et oui, donc et effectivement, il fallait un mentor pour Agathe. Et le mentor en termes d'intellectuel, mais aussi le protecteur, il va lui donner un toit. Stone est quelqu'un d'extrêmement fortuné au demeurant, et c'est pas mal en fait pour
avoir cette protection-là. Et plus que ça, il va lui donner surtout une place que personne n'a jamais donnée à Agathe, à savoir la place d'exister pour elle-même. C'est-à-dire que il va lui donner un espace où elle peut parler librement, elle peut faire ce qu'elle veut, étudier ce qu'elle veut, et même il va l'y encourager. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton processus d'écriture ? Oui. Voilà. Donc en fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Est-ce que, comme certains auteurs, tu écris au fil du stylo ? Ou est-ce que, comme d'autres auteurs, tu planifies tout ? Est-ce que c'est laborieux ? Est-ce que tu jettes beaucoup ? Ou au contraire, est-ce que, hop, ça vient tout de suite ? Explique-nous. Alors moi, je fais partie de ces auteurs qui planifient beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je connais le début, la fin, le milieu, et je me lance pas dans l'écriture en elle-même tant que j'ai pas fixé ça. En fait, souvent, ce qui vient en premier chez moi, c'est les personnages. Après, je construis l'intrigue en fonction de là où je veux les emmener. Et pour ça, en fait, ça demande quand même un minimum d'organisation de façon à ce que je commence pas une intrigue et qu'elle trouve jamais de fin. Donc une fois que j'ai établi les personnages et les thématiques que je vais aborder dans le roman, je me crée une sorte de tableau à double entrée, en fait, où je me mets chaque partie du roman, et en fait les colonnes sont les différentes intrigues qui peuvent s'y passer, et je les fais chacune avancer à un rythme à peu près égal, de façon à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui avance, en fait. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où je me mets à vraiment écrire chapitre après chapitre. D'accord, très bien. Avant d'écrire, donc tu étais libraire. Pourquoi avoir quitté ce métier ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Et pourquoi investir la littérature de jeunesse ? On va faire il y a trois questions. La première, pourquoi avoir quitté ce métier ? Alors, j'ai quitté ce métier pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, j'ai eu un enfant, et les horaires du commerce et les enfants, c'est compliqué. Et en fait, à peu près au moment où je suis revenue de congé maternité, j'ai appris que j'allais être publiée. Et en fait, ça faisait 2 raisons, parce qu'en fait, il allait falloir que je me déplace. J'avais envie de me déplacer et de croire que ça allait marcher, et c'était assez peu compatible en fait avec un emploi du temps de libraire. Et il y avait aussi, c'est quelque chose dont on parle assez peu, c'est la charge mentale du libraire de devoir lire et encore lire et défendre les livres des autres. Et le truc, c'est que si je m'occupais des livres des autres, je m'occupais pas des miens. Et le choix s'est fait comme ça. La deuxième question, c'était quoi ? Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Envie d'écrire, en fait, elle a toujours été là. En fait, j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans, et c'était des fanfictions Harry Potter. Voilà. C'était... Donc pour ceux qui connaissent pas, la génération Harry Potter, oui, c'est ça. Et donc c'était ce qui était au demeurant un assez bon exercice. Et après, je crois que c'est une fois que j'ai eu 26 ans, et j'avais une période de chômage. Je m'étais dit, ça ferait une bonne occupation. Puis j'avais bien envie d'essayer. Et en fait, plus j'essayais, plus ça commençait à devenir sérieux. Et l'envie est devenue un besoin. Un besoin vraiment de respiration, et donc j'ai commencé, puis je me suis pas arrêtée. D'accord. Et pourquoi donc choisir d'investir la littérature jeunesse plutôt que la littérature adulte ? Parce que alors déjà, j'étais libraire spécialisée jeunesse, donc j'avais déjà un parti pris assez fort à vouloir défendre ce format-là. Et surtout, en fait, moi, je vois vraiment la littérature jeunesse comme un espace de liberté immense en termes de création, de thèmes qu'on peut aborder. Enfin, c'est rare, en fait, d'avoir la possibilité de faire des choses aussi transverses. Je trouve personnellement dans la littérature adulte. Et que ce soit en termes d'exercice de style d'écriture ou de format d'histoire, en fait, je trouve ça extrêmement riche. Et même en termes pour les thématiques qu'on peut aborder, se dire qu'on va les lire quand on est ado, ou qu'on est, en fait, dans tous les cas, qu'on est en construction, je trouve ça hyper important. Et c'est souvent des livres, j'espère que je vais faire partie des livres qui marquent, quoi. Quand on vous demande c'est quoi les livres qui vous ont marqué quand vous étiez ado, et
c'est souvent c'est des choses, c'est des écrits qui restent, et donc ça me paraissait important de transmettre ça aussi. Et justement, j'allais te demander quels sont les livres qui t'ont marqué quand tu étais ado. Quand j'étais ado, oui. Voilà, quelles sont tes références à toi en littérature jeunesse, quoi, qu'on puisse t'inspirer. Quand j'étais ado ou en littérature jeunesse, parce que du coup, on reste sur la littérature jeunesse. On va parler peut-être après d'autres références. Oui, voilà. Donc moi, quand j'étais ado, bon, alors évidemment, j'attendais chaque sortie de tome d'Harry Potter. Hein, c'était vraiment, je pense que voilà. Oui, je vois que tu as vécu l'attente toi aussi. Hein. Oui. Et voilà. Tu as subi l'attente. Moi, il y a eu le Seigneur, donc Harry Potter. Il y a eu le Seigneur des Anneaux. J'avoue, les premières fois que j'avais lu, je crois que j'avais peut-être 10 ans quand j'ai essayé. C'était un peu trop tôt. Mais la passion est venue après. Il y a eu une autre série aussi d'une autrice australienne qui s'appelle Le Clan des Otori, qui est une sorte de grande épopée au Japon médiéval avec un peu de fantastique. Et après, en fait, globalement, comme la littérature jeunesse était vraiment loin d'être aussi riche qu'elle est maintenant, je crois qu'à partir de mes 13 ans, j'ai lu beaucoup de polars. Et mes 13 ans à mes 20 ans, je crois que j'ai lu presque exclusivement du polar en dehors de ces quelques séries jeunesse. D'accord. Voilà. Et comment dire, est-ce que tu penses qu'un auteur jeunesse garde toujours un peu en lui le souvenir de ses lectures de jeunesse, ou est-ce que c'est plus diffus que ça? Non, enfin, je pense que là c'était vraiment la libraire jeunesse qui parlait en disant qu'il y avait un engagement en fait dans la défense de la littérature jeunesse qui fait que vraiment j'avais envie de faire ce format-là. C'était pas que je pense que mes lectures ados m'ont marqué, mais comme elles marquent tout un chacun. Enfin, c'était pas plus fort ou quoi. Mais l'engagement de la littérature jeunesse comme une littérature importante, c'était aussi ça qui m'a poussé à écrire dans ce format-là. Il y a un côté un peu militant de ton livre. Oui, voilà. Un supplémentaire, on va dire. Et qu'est-ce que tu sais de la lecture de ton roman par des adultes, par le lectorat adulte? Est-ce que tu sais quelque chose, ou sinon non? En fait, c'est un livre qui est très apprécié des adultes. En fait, j'ai déjà plein de jeunes, ne serait-ce que ceux qui sont venus en rencontre scolaire, qui l'ont fait lire à leurs parents, et j'en ai même eu qui m'ont demandé des dédicaces pour eux et leurs parents, parce que vraiment ça avait été une lecture commune et j'ai trouvé ça absolument adorable. Et de fait, je pense que j'ai une grosse partie de mon lectorat qui est adulte. Les retours en général, alors déjà, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas ça comme un livre jeunesse et qu'il n'y avait pas, qui s'imaginaient pas que la littérature jeunesse ça pouvait être ça. Et du coup, je suis assez contente de mon coup, en fait, de cette façon. Et les retours, en fait, l'idée générale qui s'en dégage, c'est que globalement, c'est un livre qui fait du bien. Et je trouve ça assez flatteur, en fait, que ce soit un livre qui est vraiment, pour les jeunes ou pour les adultes, se disent que, oui, ils ont vraiment, non seulement ils ont passé un bon moment, ils ont appris des choses, et puis, une fois qu'ils l'ont fini, ça allait mieux. Et je trouve ça... C'est vraiment un beau compliment à faire à un auteur, en fait. J'imagine, oui. Je te pose la question parce qu'à l'association Lecture en Tête, qui gère le festival, on a, tu l'as appris, tout un groupe de lecteurs qui lit, qui épluchent les romans et tout. Et c'est vrai que ton roman a été lu par un certain nombre de nos lecteurs, lectrices, et avec des retours aussi intéressants. Ils ont aimé, adoré, on dit certains. Et voilà, c'est aussi un petit peu pour ça que je te posais la question. Voilà, on va revenir un petit peu à Clotilde. Alors, juste une dernière chose, Marie. Donc, le tome 2 là, vient de sortir. Est-ce que tu avais prévu de l'écrire ou il est venu comme ça Alors, cette histoire, ce livre a une histoire un peu particulière. Il y a mon éditrice qui est en train de rigoler dans le coin. En fait, non, pas du tout. Ce livre était absolument pas prévu. En fait, ce qui s'est passé, donc j'ai fait celui-là, puis j'étais partie sur totalement autre chose, et puis je m'étais dit, Bloomstone, c'est bon, j'ai fini. Et en novembre 2022, je fais la réunion des représentants, donc à ma maison d'édition à la Casterman. En fait, les représentants, c'est ceux qui viennent présenter les nouveautés en librairie.
Et donc il l'avait déjà beaucoup lu, beaucoup aimé. Voilà, moi je m'attendais pas déjà à ce qu'il l'ait autant lu. Et une des premières questions, ça a été est-ce que vous allez faire une suite J'avais dit non, l'histoire d'Agathe et Adrienne, elle est finie. Et puis de toute façon, après, 15 ans après, c'est la guerre. Je me sens pas d'écrire un roman de guerre. Donc, du coup, j'avais lu un peu. Puis ils ont quand même un peu creusé le sujet. Et je me suis entendue répondre. Sans avoir absolument rien préparé, rien imaginé. Non, mais si je fais quelque chose, ce sera peut-être sur la jeunesse de Stone. Et moi j'ai senti un truc en fait en disant cette phrase. J'ai vu la tête de mon éditrice. Je me suis dit que ni l'une ni l'autre on oublierait cette phrase. Et il y a 1 an tout pile, elle m'appelle et elle me dit écoute, ton idée de livre de Stone, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce qu'on le fait ? Parce que si on le fait, faut savoir que... Alors, on le savait dès le départ qu'on voulait le sortir vite. Donc, ça allait impliquer un petit marathon en termes d'écriture. Et j'ai dit oui, mais un grand oui. Et donc on a fait ça. Donc, il y avait déjà l'univers, il y avait déjà le personnage en lui-même. Et moi, j'avais dans ma tête plein de choses. Donc, toutes les fameuses choses, donc en fait, j'avais pas pu mettre dans le premier livre au sujet de Stone. Mais il fallait à côté faire toutes les intrigues autour des autres personnages, notamment Iris, Evelyne, et d'autres personnages qui n'existent pas dans le premier. Et donc on l'a fait. En combien de temps alors tu l'as écrit ? Alors on l'a écrit en 5 mois et demi. En 5 mois et demi, en travaillant, parce que donc à côté je travaille à temps plein, hein. Donc en écrivant tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances, et voilà. Mais on l'a fait. Bravo. Et donc on arrive un petit peu vers la fin de notre entretien. Du coup, Clotilde, on va revenir un petit peu sur tes actions en tant que médiatrice scientifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du Zoom et des actions à venir ? Et du coup, au niveau du Zoom, déjà, on a une mission qui s'inscrit parfaitement dans la thématique de ce livre qui s'appelle Femmes et Sciences 53. Donc en fait, le but de cette mission, ça va être de faire découvrir les métiers, les études scientifiques auprès des jeunes, alors auprès de tous les jeunes, mais particulièrement auprès des jeunes filles, justement à cause de ces inégalités d'accès aux sciences encore aujourd'hui. Et du coup, on va aussi agir pour lutter contre les stéréotypes, comme je disais au début, faire en sorte qu'il y ait plus de parité, de mixité, d'égalité dans la vie professionnelle et aussi dans la vie des personnes qui sont en train d'apprendre. Parce que dans les universités, il faut aussi plus d'égalité et de parité. Et pour faire ça, en fait, on s'appuie sur plusieurs choses. Alors, il y a des choses qui sont plutôt à destination des scolaires, mais on a aussi des choses qui peuvent être accessibles pour le grand public. On a des malles pédagogiques où on a par exemple des jeux, des livres qui traitent de la thématique. On va avoir après aussi au niveau plutôt on le fait plutôt au niveau scolaire, mais ça peut être aussi fait dans les entreprises ou autres, des quiz interactifs avec justement des femmes témoins qui vont venir un petit peu parler de leurs expériences. Et puis tout ça s'appuie sur un réseau local et national d'étudiantes, de femmes scientifiques qui peuvent répondre quand on a des demandes d'intervention. Donc ça, c'est pour la mission Femmes et Sciences 53. Et sinon, en fait, là en 2024, on a justement un projet qui est en train de se monter, qui va parler de femmes et de sciences, mais surtout qui va associer aussi la question de ruralité et d'orientation scientifique. Parce que du coup, la Mayenne, on est plutôt sur un milieu qui est dit rural, et aujourd'hui, il y a des enjeux d'accessibilité aussi aux sciences en termes sur des questions de genre, mais aussi en termes de questions de situation géographique où on se trouve. Ça peut aussi impacter sur nos accès à ce type d'études. Et du coup, ce projet, lui, va s'instaurer là-dedans pour essayer de répondre à ça, répondre à ces enjeux. Et pour faire ça, en fait, il y aura plusieurs actions qui seront mises en place, notamment la mise en place d'un livret qui est à destination à la fois des jeunes, mais aussi du personnel d'éducation.
et auprès des familles aussi pour faire découvrir ces métiers-là et déconstruire tous les stéréotypes qu'il y a autour. Et aussi, il y aura la mise en place, la conception d'une médiation un petit peu façon débat. Non, je vais dire une bêtise, je préfère le regarder. Oui, c'est ça, débat immersif et jeu de rôle pour un petit peu impliquer les familles dans ces questions-là. Et puis, tout au long de l'année, on répond aussi aux sollicitations des établissements scolaires, etc. Voilà, on en a eu une récemment, donc ça va peut-être venir, je crois que c'est pour mai. Donc, voilà. Et on a un petit flyers. Si jamais vous avez envie de vous renseigner sur cette mission-là, vous pouvez récupérer un flyers. Et puis, n'hésitez pas, vraiment, même les ressources qu'on a, du coup, les jeux, les livres, sont en libre. Enfin, il faut adhérer à l'association Zoom. Mais après, vous pouvez emprunter ces ressources-là gratuitement. Donc, si vous avez envie, juste le plaisir de jouer et sur des thématiques un peu engagées, n'hésitez pas à venir nous voir. D'accord, c'est fort intéressant. Oui, on arrive tranquillement vers la fin de notre entretien. On va revenir vers toi, Marie. L'autre jour à l'hôtel, je t'ai vue dans un petit coin en train d'écrire. Est-ce que tu n'aurais pas en préparation quelque chose ? Je me suis pas assez bien cachée. Hein. Oui, disons que voilà, il y a plusieurs idées de projets en cours, dont une sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Et ce sera donc un autre projet de roman ado jeune adulte, enfin un peu comme cela, mais qui sera fantastique cette fois. Ah, voilà. D'accord, c'est un genre qui te parle aussi. C'est un genre auquel j'ai envie de m'essayer. D'accord. Voilà. L'idée du livre étant, c'est un peu ambitieux, ça va paraître un peu ambitieux dit comme ça, mais j'espère que ce ne sera pas trop bardif, c'est de faire vraiment une opposition de science versus croyance, quoi. D'accord. Voilà, c'est vaste. Très bien. Écoute, on attend avec impatience. Voilà. Et donc c'est le seul projet ou est-ce que tu en as d'autres aussi ? Non, il y en a beaucoup trop d'autres. Il y en a, ouais, il y en a encore un autre ado, un pour plus petit, vers 10 ans, voilà. On a besoin de livres pour les plus jeunes. Voilà, aussi, hein. pour un peu plus jeunes. Et il y a peut-être, à côté j'écris de la poésie. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'essaye de compiler un peu les trucs. Et j'ai aussi une autre idée de roman adulte qui traîne. Mais tout ça c'est pour plus tard. Je peux pas faire. Voilà, je suis pas partie de ces auteurs qui font plusieurs projets à la fois parce que vraiment c'est trop dur. D'accord, très bien. Bon, écoute, je crois, Marie, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à poser, soit à Marie, soit à Clotilde ? Non, c'est bon, on a fait le tour. Eh bien, écoutez, comment ? Oui, voilà, on arrive au terme de notre rencontre. Voilà, j'ai bien compris le message. Donc, si vous voulez retrouver Marie à l'endroit des dédicaces, c'est du côté de la librairie. Il y a tous ses livres et puis vous pourrez continuer peut-être à échanger avec elle, avec des petites questions plus personnelles que vous n'osez pas poser là maintenant devant tout le monde. Ça, c'est assez fréquent, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vais vous remercier toutes les deux de votre participation vraiment active et détaillée à notre conversation. Je remercie je remercie Emma de même. Voilà. Donc nous nous remercions nous-mêmes de ce bon moment passé avec vous. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la discussion, merci pour l'accueil. Merci aussi. C'était un plaisir. Très stressant, mais c'était un plaisir quand même. Très bien.